Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va aborder un sujet des plus passionnants. Comment gérer ses mille et une vies, gérer tous ses projets business tout en étant mère de famille et aussi salariée d'un grand groupe. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Amanda du compte Instagram Amanda Abagima Nutrition. Amanda est coach spécialisée en nutrition et plus particulièrement en alimentation réduite en sucre. Elle est passionnée de cuisine du monde, créatrice de contenu de dingue, maman de 2 petites filles, et tout ça en cumulant un job d'assistante de direction dans une grosse boîte. Et puisqu'elle a toujours mille et un projets, elle vient même de sortir un livre qui s'est directement placé en numéro 1 des ventes Amazon. Dans cet épisode, on va aborder les sujets dont très peu parlent. Comment gérer son temps quand on est multicasquette? Comment Amanda assure son rôle de maman tout en ayant de l'ambition pour son business? Comment elle s'est encore surprise cette année en allant jusqu'au bout du bout, jusqu'à terminer à l'hôpital suite à une surcharge mentale? Comment l'alimentation réduite en sucre lui permet d'être plus productive au quotidien? Et pour terminer, tous les challenges liés à la sortie de son livre. Je te laisse plonger dans l'univers d'une entrepreneuse multicasquette en compagnie d'Amanda. Bonne écoute. Hello Amanda, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas? Merci, moi aussi je suis hyper contente d'être là. Je vais bien, je suis au travail là. Je combine tout, podcast, travail à plein temps, mais voilà, c'est un plaisir pour moi de passer ma lunch break avec toi. C'est trop cool. Justement, tu es au bon endroit ici parce que c'est le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Et je pense que c'est un peu ton cas. Tu as un peu mille et une vies, tu es à 100 à l'heure, tu as toujours plein de projets. Et du coup, l'idée, ça serait qu'on puisse discuter de tout ça. Comment tu arrives à tout mener de front ou pas. On va voir, on va le découvrir. Mais avant de commencer, si tu peux te présenter auprès des personnes qui nous écoutent, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, quel est ton background? Hey! Donc, moi, c'est Amanda Abagima. Donc, je tiens une page qui s'appelle Amanda Abagima Nutrition, qui était connue avant aussi sous le nom de Keto Falaise Kilo. Donc, je suis une maman, entrepreneuse. J'ai 2 petites filles, 5 ans et bientôt 2 ans. Je suis mariée, je suis belge. Je vis en Angleterre depuis presque 10 ans. Et Dieu merci, grâce à la technologie, je peux travailler en ligne. Mais je suis aussi salariée ici en Angleterre où je suis assistante de direction pour une grosse boîte japonaise internationale. Mais voilà, mon activité de cœur, ça reste quand même mes accompagnements en nutrition. Donc j'ai l'occasion d'accompagner en individuel des personnes qui veulent diminuer leur consommation des sucres, aussi une perte de poids éventuellement. Donc c'est mon activité de cœur et création de contenu sur Instagram. J'adore cuisiner. On va en reparler, mais c'est incroyable. J'adore cuisiner. Pour moi, c'est genre, voilà, c'est ma nature de cuisiner et de créer du contenu, de rendre les choses belles en fait. Voilà, on mange bien, on mange des aliments qui vont vous permettre de rester en bonne santé et c'est pas dégueulasse, quoi. Voilà. C'est pas dégueu, on mange bien, on se fait le plaisir. Ouais, on mange bien, voilà. On aura l'occasion de revenir sur ça, sur la partie création de contenu où c'est vrai que pour moi, t'es une artiste en fait, dans le sens où t'es une professionnelle, voilà, sur ton activité, mais quand même, t'as cette capacité de rendre belles les choses, les aliments, tu prends des photos de dingue, tu fais des vidéos de ouf. Bon, on aura l'occasion d'en parler après, mais je sais à quel point ça prend du temps de créer du contenu, donc... ça. Donc voilà, quoi, comment tu gères aujourd'hui? T'as un job de salarié, ça te prend combien d'heures dans ta semaine déjà de travailler pour ta boîte? Bon, déjà, il n'y a que 7 jours sur une semaine et j'ai l'impression que c'est même pas assez, clairement. Donc, je travaille 4 jours semaine dans une compagnie japonaise où je suis assistante de direction. Donc là, je travaille vraiment normalement de 8 heures
à 4 heures, voilà. Et ensuite, j'ai aussi ma casquette de maman juste après. Et le contenu Instagram, ben, j'essaie de le faire le week-end. Les coachings, ben, c'est vraiment... je m'accorde aussi des temps, des horaires, des meetings durant ma journée avec les personnes que j'accompagne. Et sinon, c'est souvent très tôt le matin, très tard le soir. On discute non-stop parce que c'est vraiment un accompagnement assez proche, voilà. Et bon, pour l'instant, c'est la formule qui fonctionne pour tout le monde. Peut-être qu'il y aurait d'office des ajustements à faire de mon côté pour pouvoir gérer tout. Mais en tout cas, voilà, le bien-être d'autrui m'apporte une satisfaction incroyable. Voilà. Et la création continue, ben voilà, on mange, je prépare mon dîner, je fais ça en même temps. Ouais, tu profites de ce que tu fais pour toi personnellement pour créer du contenu. Voilà. Et en même temps, ça, c'est vrai que c'est une super astuce quand tu as la possibilité dans ton activité de cumuler les deux. Moi, je sais que parfois, je fais du contenu aussi de ma vie, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, je suis en train de taffer sur un truc, bon, bah, je vais me filmer en même temps. C'est vrai que c'est un gain de temps aussi hein, que de cumuler ça parce que sinon, on s'en sort pas. Mais tu disais que tu as déjà fait des ajustements donc, par rapport à ton planning, donc de faire soit des choses tôt le matin, le week-end, etc. Est-ce que tu as déjà fait plusieurs ajustements comme ça dans ta vie pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible entre tes différentes activités et puis ta vie de maman? Oui, clairement. Mon rythme de vie est revu à chaque fois. Parce que bon, j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément. Malgré que lui-même aussi a une grosse activité, mais il me soutient, il s'occupe beaucoup aussi des enfants. C'est un vrai sujet, ça, non? Ouais. Les hommes qui soutiennent leur femme dans leur épanouissement professionnel, je trouve ça quand même magnifique. Donc vraiment, je suis très reconnaissante. Un petit big up à nos maris. Mais vraiment. Ah, mais ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui croit en toi aussi. Et qui pense que ce que tu fais, qui te suit en fait dans ce que tu fais, dans tes rêves. Donc ça, c'est important. Mais les ajustements, j'ai dû les faire pour ma santé aussi, parce que parfois on a l'impression de vouloir tout faire, d'être capable de tout faire et de jongler avec toutes les boules. Voilà. Mais c'est pas possible. Parfois, il faut laisser tomber certaines boules. Je sais que c'est une conversation qu'on a déjà eue comme ça en 2-2, en off, parfois sur Instagram. Et je sais que tu m'as souvent dit, faudrait vraiment qu'on parle de ça ensemble. Comment on fait pour jongler avec tout mais je te rejoins, des fois, comme tu dis, il y a des boules, il faut savoir lâcher. Est-ce qu'il y en a toi, justement? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu bossais peut-être avant ou tu passais du temps et tu t'es dit pour ma santé mentale, je dois arrêter ou diminuer? Bah oui, clairement. Donc avant, c'est principalement par rapport aux accompagnements aussi, où je prenais vraiment tout le monde aux heures. En fait, voilà, je m'adaptais au rythme de vie des personnes que je accompagnais. Voilà. Et en fait, c'était pas possible. C'était pas possible parce que c'était au détriment de ma famille, au détriment de ma santé, de mon énergie. Et comme j'ai pu le dire, je fais 10 000 choses en même temps, donc c'était juste pas possible, quoi. Et en fait, ma santé m'a fait un rappel où je suis un jour en fait je suis tombée dans les pommes. C'était un épisode quand même assez choquant et traumatisant parce que je comprenais pas. J'avais vraiment l'impression que mon corps m'avait lâché. Et je suis tombée plusieurs fois. Et en plus de ça, la sonnette d'alarme s'est mise en route parce que j'étais avec ma petite fille qui était sur la table allongée. Donc, en fait, elle aurait pu basculer elle-même le temps que je tombe ou j'aurais pu tomber et me faire mal. Enfin, voilà. Ça aurait vraiment pu être en bad. Et là, c'était au mois de mars d'ailleurs. Et j'ai décidé... je suis partie. On m'a amenée à l'hôpital et en fait, j'avais fait une surstimulation du système nerveux, en fait. J'accumulais trop. Je faisais charge mentale de ouf. Voilà. Charge mentale, en gros, plus. Et on le dit souvent et on n'y croit pas trop non plus quand on dit, en fait, si tu t'arrêtes pas, ton corps va t'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, en fait, là, j'étais obligée de m'arrêter. Et en fait, ce qui était fatigant pour quelqu'un qui est comme moi et toujours en action, c'était de me dire, en fait, je me reposais pas mentalement parce que je me disais, mais je ne peux pas ne rien faire. Il y a certaines choses qui doivent être faites. Et je pensais en fait non-stop. Donc, j'ai dû vraiment faire un exercice sur moi-même pour m'arrêter, réfléchir quoi faire, dans quelle direction et essayer de trouver un rythme. C'est vrai que ça a été très bien pendant 1 mois ou 2, se lâcher prise. Maintenant, c'est vrai que comme on dit, chasser le naturel et revient au galop. Mais quand je vois que ça va pas,
je me mets des stops là. Ouais, tu sais ce qui t'est arrivé à ce moment-là et Ouais, tu sais qu'il faut pas trop y retourner, quoi. voilà. Et t'avais quoi dans ta tête à ce moment-là? C'était quoi tous les projets que t'avais? Pourquoi t'étais autant surstimulée à ce moment-là? Mais parce que j'avais déjà le projet livre. Donc, il y a mon livre qui va sortir le 24 octobre, Oui. Cuisiner le monde sans sucre. Et donc, c'était quand même un gros projet. Donc, il y avait ça, il y avait le gros projet livre. Il y avait aussi la pression professionnelle parce que, bon, voilà, je suis assistante de direction, mais il faut savoir que quand on cumule 10 000 activités, on ne sait jamais être, faut être honnête, on ne sait jamais être à 100% dans tout ce qu'on fait. Ah, ça, je me note qu'on revienne sur ça parce que c'est Ouais. une réalité. C'est une réalité. Ouais. Donc, on ne sait pas être à 100%. Donc, moi, au niveau de mes performances, entre le livre, la famille, mes coachés et aussi parce que mon métier, en fait, mon autre métier, c'est de donner des conseils en nutrition. Donc, je me mets aussi la pression de ressembler, d'avoir un certain look. Voilà. Et donc, pour entretenir ce look, il faut que j'aille au sport, quoi. Et donc, je suis quand même une addict aussi au sport. C'est une manière pour moi de m'évader, mais c'est aussi une manière qui fatigue mon corps. Donc, voilà, tout ça, là, c'était de trop. Un petit peu à la quête de la perfection, quoi. Dans Ah, tout bah oui. fait, hein. Voilà. On a envie d'être superwoman, et indirectement, que ce soit les réseaux sociaux, les articles, les magazines, la société, nous fait penser que nous, les femmes en 2000, les femmes de l'an 2000, on peut être capable de tout faire et de tout gérer. Et je pense pas que c'est vrai. Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit, sur le fait que quand tu as plusieurs projets, et moi, je fais partie de cette team-là, hein, clairement, autant dans les conseils en productivité, tu as des gens qui vont dire qu'il faut être focus sur une seule chose, et je sais qu'il y a des types de caractères, dont le tien, dont le mien, et certainement toutes les personnes qui nous écoutent, qui aiment faire plusieurs choses à la fois, et moi, je trouve que c'est OK. La seule chose, c'est que c'est OK à partir du moment où tu arrives à trouver ton équilibre. Ça, c'est hyper important, parce que sinon, comme tu dis, tu as 100% de ton énergie, mais tu veux en mettre peut-être 20 là, 20 là, 20 là, et ça, si tu as 5 projets en cours. Mais si genre tu en as 10, bah là, ton énergie, tu es en train de la disperser un petit peu partout, et tu peux vite t'épuiser, et parfois pas du tout accorder de temps à toi ou à ta famille, ou voilà, et sans te rendre compte, et puis être complètement frustré et te vider total, quoi. Voilà, c'est vrai, t'as raison. Pour des trucs, des fois, on va se lancer dans des choses, et c'est pour ça que moi, j'insiste toujours sur le fait que avant d'entreprendre quoi que ce soit, vraiment, si on pouvait se poser et réfléchir à sa vision, où est-ce qu'on a envie d'aller, et est-ce que le projet là qu'on est en train de faire, il est hyper important, genre toi, ton livre, c'est hyper important, je suppose, dans ta vision, dans ce que tu avais envie d'accomplir. Je sais que c'était un rêve depuis longtemps. Donc ça, ça vaut carrément le coup d'y dépenser de l'énergie. Par contre, il y a peut-être d'autres trucs à côté. Comme tu disais, tu es en train de jongler avec des boules, faut savoir en lâcher. Il y a peut-être des trucs qui n'étaient pas prioritaires et que, voilà, c'est à laisser. En fait, il y a vraiment des boules. En fait, il faut savoir, il y a des boules en plastique et puis il y a des boules de verre. Donc, les boules de verre, c'est ta famille. Tu peux pas laisser tomber. Tu peux pas laisser tomber. Voilà. Et il y a aussi la boule bien-être physique et mentale. Voilà. Mais si ces boules-là, elles se cassent, en fait, tu sais pas jongler du tout. Tout le reste, en fait, ne va pas, tu vas pas être capable de jongler, quoi. Clairement. Mais ça, je pense que tu en prends conscience que plus tard, en fait. J'ai l'impression que des fois, je sais pas, enfin moi, c'est mon ressenti, il y a besoin de se brûler un petit peu les ailes pour revenir à ça. Hein? Ouais, non, mais ça, c'est vraiment ça, en fait. C'est un peu du masochisme. On se dit, bon, allez, on va essayer, on va pousser jusqu'à. Et on est conscient, on se dit, bon, allez, les enfants vont grandir. Ah, ça va, c'est pas grave, j'ai passé du temps. Mais en fait, on se rend pas compte que le temps qu'on ne passe pas avec eux, c'est du temps que tu ne rattraperas jamais. Moi, j'ai l'impression vraiment, vu que je me suis autant investie, Zouri, elle va avoir 2 ans. J'ai l'impression que ces 7 premiers mois de vie, même 8, j'étais pas présente mentalement. Tu regrettes? C'est dur de dire ça. C'est très, 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 très difficile de dire ça. Mais autant pour ma première où j'étais là à 1000%, j'ai l'impression que pour Zoé, j'étais pas là à 1000%. J'étais pas là à 1000% parce que... C'était quoi la différence? Parce que t'avais, on va dire, ta boîte avait grandi. Enfin, en tout cas, ton activité, ton side business avait évolué. T'avais peut-être plus d'enjeux. Voilà. En fait, avec Naila, j'avais pas encore ça. Je m'étais en fait vraiment mise, même si j'avais d'autres business à cette époque-là, mais je m'étais vraiment mise ces premières années de vie
en mode maman, je te nature, je te donne tout l'amour. Et Zouri, en fait, malheureusement, elle n'a pas eu cette chance-là parce que j'étais en mode, je suis une business meuf, tu vois, business mamie, il faut que je fasse tout, je peux tout gérer. Mais en fait, voilà, ce petit bout que je découvre encore maintenant, le jour après jour, qui est une petite incroyable, j'ai l'impression parfois qu'elle a grandi un peu trop vite, toute seule. Ah, Ouais, non, mais dur ah, de dire ça. émotion. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, j'ai l'impression que j'ai vécu un peu la même chose avec mon deuxième. Bon, après, pour d'autres raisons, où là aussi, tu sais, quand je te dis, des fois, on a besoin de se brûler les ailes et d'aller au bout du bourg, je pense que c'est ce que j'ai fait avec mon deuxième. Et puis, dans les conditions voilà, qui étaient ce qu'elles étaient à l'époque. Mais c'est pas perdu, je pense, parce que quand tu t'en rends compte, c'est ça qui te conditionne après dans le cadre que tu vas mettre dans ton activité. Moi, c'est suite à ça qu'est né Boss Équilibré, finalement. C'est-à-dire tous les trucs où je me suis sentie coupable, où je me suis dit, putain, je suis vraiment, c'est pas possible, je suis une mauvaise mère, tu vois, je pense qu'au taf et tout. Et je me suis dit, mais en fait, tu peux être les deux. Tu peux être une bonne maman, tu peux être une très très bonne maman et tu peux être une super businesswoman. Et genre, il n'y a pas de problème à partir du moment où tu arrives à mettre un cadre, en fait. Donc, tout ça, moi, le cadre, je veux pas le mettre dans ma famille, mais je veux le mettre sur mon business. Voilà, pour pas dépasser certaines choses. Et juste accepter que peut-être ça prendra plus de temps que d'autres personnes. Ça, c'est pas toujours facile quand t'es un peu impatiente, que t'as de l'ambition et c'est OK. Mais je me dis, mes enfants, ils vont pas se rappeler de maman qui était une businesswoman quand ils avaient 2 ans ou 5 ans, mais ils vont se rappeler qu'elle était pas là, quoi. Et ça, je me suis dit, non, parce que on a des enfants pour la vie, mais moi, je considère aussi que mon business, je l'ai pour longtemps et que, faut accepter aussi de laisser les choses au temps et de pas se cramer total parce que c'est tellement ça, c'est sûr. C'est sûr. tellement. Ouais. Mais je pense qu'on a toujours des périodes où on se brûle et puis on se remet. Parce que là, on discute de ça, mais ça tombe, voilà, je sais pas moi, dans 2 mois, je serai de nouveau encore dans un truc. Et puis je vais me dire, ah ouais, en fait, il faut à chaque fois ces pics de rappel. C'est peut-être pas des brûlures, c'est peut-être des pics de rappel qui disent, en fait, t'es pas seule, quoi. Parfois, je me dis, est-ce que je suis égoïste dans mon envie de me développer en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que... Voilà, quoi. Est-ce que c'est de l'égoïsme ou est-ce que c'est... Enfin, je sais pas. Franchement, c'est un grand débat. Après, moi, j'ai ma position là-dessus. Et par contre, je reviens sur ce que tu disais, et je le dis tout le temps, être bien entouré, c'est tellement important. Tu as la chance d'avoir un mari qui te soutient, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient. Et sans ça, probablement, je pourrais me sentir égoïste, tu vois, de me dire, en fait, tu as de l'ambition, tu as envie d'avancer, tu as envie de réussir, voilà. Mais why not, en fait? Pourquoi? Parce que t'es femme et parce que t'es maman, tu vois, tu devrais t'empêcher de briller professionnellement et de faire tout ce que tu as envie de faire. Tu vois, je trouve pas ça juste quelque part. Et pour moi, on a autant de... Enfin, après, voilà, c'est pour les mamans, les gens qui sont en couple, et enfin, des parents, c'est des parents. Pour moi, les responsabilités devraient être les mêmes d'un côté que de l'autre, homme ou femme. Et moi, je suis pas féministe, mais pour moi, c'est normal, en fait. On a le droit de s'accomplir. Et de s'accomplir, je pense que ça permet aussi d'être une femme heureuse dans sa famille et donc heureuse dans son couple et heureuse avec ses enfants. Et pour moi, c'est ça l'équilibre, en fait. C'est d'accepter ça et d'être OK. Et les gens qui sont pas OK avec ça, j'ai envie de dire fuck. Hein. Clairement. Clairement. C'est chacun sa life. Chacun sa life, sûr, en fait. C'est sûr. Mais même si on se donne cette image, de toute façon, de personnes qui fait beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, Amanda, je sais pas comment tu fais. Je sais pas. C'est vrai que je suis quelqu'un, par exemple... On te le dit, c'est vrai que je suis quelqu'un qui dort pas forcément beaucoup, ce qui est pas bien. Je suis quelqu'un qui me pousse, voilà. J'ai beaucoup de moments down, hein. On dirait pas, parce que sur les réseaux, je suis tout le temps joyeuse. Bon, parfois, je le dis, hein, quand j'ai des moments down, parce que j'essaye d'être vraiment très transparente. Mais ça m'arrive plusieurs fois sur la journée, ou dans une journée où je peux être très... Ce matin, j'étais très heureuse, puis je sais pas, vers les coups de 10 heures, j'étais un peu triste. Je sais pas trop pourquoi. Et puis après, voilà, là, je suis occupée à faire un podcast avec toi et je suis très contente. J'ai le sourire. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est le lot de toutes les personnes qui entreprennent plein de choses en même temps, quoi. Parce que des fois, tu as des pics d'énergie qui sont très, très hauts. Des fois, tu vas faire des trucs qui vont te fatiguer plus. Il y a la charge mentale aussi de la vie, de la famille, de te dire j'ai tout ça à faire et il faut que j'assure. Et voilà, et c'est clair que c'est fatigant. Mais en off, tout à l'heure, tu me disais que des fois, tu penses à moi quand tu te dis qu'il faut savoir s'arrêter.
Bah, franchement, je t'admire parce que je sais comment tu entreprends énormément et que tu es aussi sur tous les fronts et que tu penses, je sais pas moi si c'est un trouble enfin, si c'est un trouble psychologique, parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est normal d'être aussi en éveil constant, occupé à penser à des projets? Et plusieurs fois l'année passée, enfin cette année et un peu l'année passée, tu as eu ce truc où tu t'es mis des stops. Tu t'es dit non, voilà, là, je suis en vacances. Voilà. Moi, je suis jamais en vacances, je suis jamais tranquille. Le soir, j'ai toujours mon téléphone où je parle avec mes coachés. Quand je suis en vacances, je suis pas vraiment en vacances parce que je suis occupée à créer du contenu, je suis occupée à parler avec des coachés, je suis occupée à penser à what next. Voilà. Maintenant, je sais pourquoi je suis comme ça parce que bon, voilà, faut pas se voiler la face, hein. Être comme ça, c'est refouler d'autres blessures. Il y a eu des traumas dans la vie. Donc, on a besoin de constamment, en fait, faire pour pas penser aux trucs qui peuvent nous défaire. T'as tout dit. T'as tout dit. Faut savoir que moi, j'étais pas comme ça avant, hein. Je faisais jamais de pause et c'est d'ailleurs ça qui m'a brûlé bien des fois. Et d'ailleurs, on en reparlera après. Toute la partie nutrition, sommeil, c'est des choses qui effectivement sont importantes, je pense, dans une vie d'entrepreneur. Et là, tu seras la mieux placée pour parler de ça. Mais moi, avant, faire des pauses, c'était juste pas possible. La différence aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis. C'est quand t'es au taquet comme ça, faut réfléchir à pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que faire preuve de beaucoup d'introspection, de se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour qu'on m'admire, que les autres m'aiment ou quoi? Mais je pense que c'est des questions saines à se poser parce que quand tu te rends compte que finalement, toutes les choses que tu entreprends et qui peuvent te fatiguer sont pas forcément à ton service, là, tu te dis non, en fait, je vais faire des pauses pour réfléchir. Et moi, ce qui m'a permis de continuer, et après, je te poserai la question pourquoi tu le fais pas, mais ce qui m'a permis de continuer, c'est de me rendre compte qu'en faisant des pauses, j'arrivais à générer autant, voire plus de chiffre d'affaires. Et surtout, j'arrivais à avoir une sérénité que j'avais pas avant. Ok. Donc, le fait de me dire que ça fonctionne, tu vois, genre, tu te dis, pourquoi continuer à trimer si c'est pour se fatiguer et en fait pas avoir plus de résultats? Parce que la vérité est, quand t'es fatigué, t'es improductif, tu vois, t'as l'impression d'être occupé, mais t'es pas efficace. Du coup, toi, c'est quoi aujourd'hui qui t'empêche de prendre ces pauses-là? Mais je pense que moi, c'est vraiment la peur. J'ai peur de me poser et de repenser en fait à justement au trauma. Donc, par exemple, le décès de mon frère qui m'a, il y a 9 ans, qui est le plus gros traumatisme de ma vie. Et j'ai l'impression en fait que si je lâche prise, toutes mes émotions, toutes mes pensées dark vont venir en fait et j'aurai l'impression de plus jamais pouvoir me relever. Enfin, c'est une métaphore, mais c'est vraiment comme ça que je l'imagine en fait. J'ai l'impression que si je continue pas, en fait, je vais un jour m'asseoir et je vais repenser à tout et je vais peut-être plus savoir remonter. C'est fou ce que je suis occupée à dire, mais je sais pas, hein, peut-être que je tripe, mais c'est vraiment le ressenti en fait. Ouais, que si tu t'arrêtes, en fait, tu vas avoir trop de temps pour réfléchir et tu vas tomber, quoi. C'est vrai que c'est intéressant, mais bon, ça veut dire que si tu pars de ce principe-là, tu vas jamais t'arrêter. Tu vas jamais. Non, mais là, j'ai comme projet de m'arrêter, par exemple. Donc, juste avant off, je te disais, j'ai vraiment envie de faire après la promo du livre, toute cette partie-là. Et aussi pour mon anniversaire, de m'accorder vraiment du temps que pour moi. Pas du temps où je suis maman, pas du temps où je suis créatrice de contenu, pas du temps où je suis assistante de direction, pas du temps où je suis coach, mais juste du temps où je suis Amanda et je pense à moi, en fait. Je vais à l'intérieur de moi-même. Hyper intéressant ce que tu dis. Ça va être la première fois quasiment que tu vas te retrouver peut-être... face à moi-même, voilà, face à moi-même. Amanda, qui es-tu quand tu n'as pas toutes ces casquettes? Qui es-tu? Ouais, mais tu sais, vraiment, je pense que c'est hyper important. Ça peut être effrayant à la fois. Mais je pense que le succès des entrepreneurs, c'est cette faculté, en fait, à bien se connaître et à connaître à la fois ses forces, mais aussi peut-être ses faiblesses, qui, je pense, à la fin deviennent une force. Parce que, tu vois, le fait de refouler, je pense sans cesse des choses, tu vois, qui sont profondes et, tu vois, qui t'ont blessé, etc. Je pense que c'est ça aussi qui s'accumule à la charge mentale. Ouais. Au fait de trimer, et puis au final, tu te fatigues et tu perds de l'énergie. Et en fait, tu passes ton temps à t'occuper, à faire des choses, à être toujours dans l'action,
alors que tu pourrais tout simplement prendre du temps pour souffler un peu et puis revenir en mode warrior derrière. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai hâte d'expérimenter ça, en tout cas de voir en faisant une pause complète, une vraie pause, qu'est-ce que ça va donner. J'ai peur, mais j'ai envie de savoir aussi. C'est tellement un sujet. Moi, j'ai tellement de clientes qui n'osent pas en fait prendre de pause. Genre, quand je dis toujours, quand on prépare son année ou quand c'est le début septembre, mais je dis, mais les meufs, posez vos congés, posez les congés de vos enfants, posez les jours off qui sont importants, votre anniversaire. Je sais quoi, mais quoi, on commence par ça, on commence pas par les projets et tout. Bah oui, parce qu'après, tu fais ta vie autour de ça en fait. Parce que sinon, en soi, quand on entreprend et qu'on a plein de projets, bah, tu sais, c'est jamais fini, il y a tout le temps des trucs à faire. Alors moi, je sais, c'est dans mon cerveau, c'est toujours, tu vois, comme tu disais, l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Sur quoi on va triper? C'est trop, trop bien. Mais c'est jamais fini, quoi. Ça s'arrête jamais. Jamais fini. Bon. Alors, au niveau, un truc, moi, qui m'intéresse à fond, c'est ta façon de gérer tes idées et ta créativité. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, tu es vraiment une artiste qui rend la nourriture belle, les recettes belles. Tu pourrais aimer tout simplement cuisiner, mais tu fais souvent des photos de dingue, tu mets des décors. Enfin, tu vois, c'est toujours réfléchi, tu as un joli univers. Comment tu fais pour gérer toutes tes idées, ce que tu as dans la tête? Genre, tu vois, je te vois bien, tiens, là, c'est l'automne, je ferai une recette sur ça, sur ça, sur ça. Comment tu fais pour gérer tout ça? Je sais pas si je gère, en fait, je suis vraiment très spontanée. C'est bizarre à dire, mais je suis hyper spontanée dans ce que je vais faire. Par exemple, ce week-end, j'ai fait des frites de butternut avec de la ricotta. Mais en fait, c'était vraiment un truc qui m'est venu dans ma tête, clairement. Je me suis dit, ah bah tiens, j'ai envie d'essayer ce mélange et avec ces herbes. Et limite, j'ai mes papilles gustatives qui imaginaient en fait le truc. Et je me suis dit, ah bah il faut que je le fasse maintenant. Et je l'ai pondu maintenant. Voilà. Maintenant, donc c'est vraiment... Non, mais c'est trop bien parce que je sais que souvent la problématique des gens qui ont plein d'idées dont je fais partie, tu sais, en gros, le planning éditorial, le contenu, c'est toujours une galère. Tu sais, tu as plein d'idées, puis au final, tu sais pas quand les mettre. Alors que toi, tu dis, je fonctionne à la spontanéité. Genre là, en fait, tu as fait ta recette, tu t'es filmé et en gros, tu as sorti ton réel quoi, de ta recette. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que la plupart du temps. Je planifie pas forcément à l'avance. Il m'arrive, là, ce week-end, j'ai fait 2 parce que, je me suis dit, il me reste du potimarron, donc j'ai envie de faire plusieurs recettes avec ça. Mais sinon, je planifie pas forcément à l'avance. Peut-être là, avec la promo du livre, tout ce qui est contenu pour la promo du livre, oui, là, c'est prévu, c'est avec la maison d'édition, donc il y a quand même un petit planning. Voilà, là, le choix. Il y a quand même une ligne à suivre et je trouve ça agréable aussi, en fait, d'avoir une ligne à suivre. Voilà, c'est rassurant. Mais c'est rassurant. je suis pas vraiment, ça m'arrive rarement d'être en bas dans mon ah mon Dieu, j'ai rien posté, je sais pas quoi poster parce que au final ce qu'on mange, ça sera le contenu. Je vais pas faire autre chose. Ouais. Mais ça, j'adore parce que, tu vois, c'est vraiment apporter de la cohérence entre ta vie et ton contenu. Et donc, optimiser ce temps-là parce que t'imagines si tu devais faire des trucs à part de ta vie, de la maison, plus des contenus exprès pour Insta ou autre, ça serait... Et puis, j'ai envie que ça soit beau. Je trouve ça important, en fait. Le visuel, ça parle. Et justement, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent qui peut-être n'ont jamais pensé à réduire leur consommation des sucres parce qu'ils pensaient que c'était pas bon, que c'était pas beau, que c'était un régime. Et en fait, là, ils se rendent compte que, en fait, il y a moyen de kiffer, il y a moyen de manger des belles choses, il y a moyen de manger de la nourriture d'ailleurs aussi, et en diminuant sa consommation des sucres. Voilà. Alors ça, c'est un sujet, je trouve, qui est hyper intéressant. Donc moi, je l'ai expérimenté personnellement et c'est mon mode de vie. Mais est-ce que tu peux nous expliquer aussi rapidement en termes de productivité, de bien-être et d'équilibre, en quoi réduire ses sucres en fait dans son alimentation, ça peut être bénéfique? C'est assez important parce que quand on se rend compte que parfois on a l'impression qu'on est plus fatigué, qu'on est dans un bad mood, on se rend pas compte que ce qu'on met dans notre bouche, donc les aliments que l'on apporte à notre corps qui en fait sont de l'énergie, peuvent impacter justement nos hormones, peut impacter notre façon de penser, notre créativité, plein de choses comme ça. Et donc,
dans mon cas de figure, je fais la promotion. Je advocate, comme on dit en anglais, la diminution, voilà, la surconsommation des sucres. Voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, biologiquement, quand on mange trop de sucre, donc quand je dis trop de sucre, que ce soit au niveau des féculents, des sucres blancs, enfin voilà, tous les sucres dans leur généralité, et ben dans notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Parce que on a des pics de glycémie. Voilà. Donc, ça veut dire que la quantité de sucre dans ton sang augmente. Et ça, c'est difficile pour notre corps de gérer ce trop plein de sucre. Et donc, on a notre pancréas qui va créer de l'insuline, voilà, pour pouvoir gérer ce trop plein de sucre. Et donc, en fait, quand tu manges du sucre, pendant 2 heures, en fait, tu es super speed, tu te sens bien après une canette de coca, et puis tu as un crash 2 heures plus tard, tu remets ta vie en question, tu es un peu déprimé. On le voit souvent, en fait, avec les enfants. D'ailleurs, j'ai été à une fête d'anniversaire et Zoé, pour la première fois, a mangé un peu des trucs trop sucrés. Et en fait, elle était complètement folle. Elle était complètement folle les 3 premières heures. Et puis après, elle a eu un crash. Elle était en bad mood. Elle pleurait. Elle sentait mal. Et en fait, en général, en tant qu'adulte, quand tu te sens pas bien comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre du sucre. Voilà. Et c'est la spirale infernale. Donc, en termes de productivité, tu le sens aussi, tu es moins concentré. C'est pour ça qu'on parle souvent du coup de barre de 15 heures, là, où les gens, ou même les enfants, on va leur donner un petit goûter pour pouvoir les faire remonter, en fait, pour pouvoir continuer sa journée. Mais en fait, c'est pas des comportements qui sont normaux. Et on est tout à fait capable de pouvoir continuer à avoir une énergie constante en inversant, donc au lieu de manger trop de sucre, en mangeant du gras. Bon, ça, c'est un sujet assez controversé. Parce que voilà, on dit manger du gras, ça va boucher les artères. Mais bon, voilà, on n'a jamais eu autant de produits de régime sur le marché que de cas de diabète pour l'instant. Donc, même s'il y a une diminution des graisses ou soi-disant des sucres, on n'a jamais eu, le diabète est en croissance mais partout dans le monde, quoi. Voilà. Donc, il faut peut-être essayer d'aller nager à contre-courant et faire quelque chose de différent. Et donc, nous, moi et plein de gens, nous avons décidé de nager à contre-courant et de consommer plus de gras et de protéines afin d'avoir une énergie constante. Et franchement, ça fonctionne. J'ai perdu énormément de kilos. C'est vrai, tu as eu une transformation incroyable. Et je pense que ça m'a aussi aidé à pouvoir me développer dans ma productivité, dans mon business, dans la personne que je suis en termes d'énergie. Tu as besoin d'énergie quand tu entreprends autant. Tu as besoin d'énergie, clairement. Ah, mais c'est sûr. Donc, au niveau de l'alimentation, ça aide. Voilà. Il y a la question de l'énergie, et puis j'ai fait un épisode de podcast sur le sujet il n'y a pas longtemps, sur pourquoi organiser ses repas quand tu es entrepreneur, c'est hyper important. Tu as la question de l'énergie, mais tu as quand même aussi la question de la charge mentale, de savoir ce que tu fais à manger, et tu as la question aussi de la confiance en tant que femme par rapport à ton physique. Et je pense que quand tu es entrepreneuse et que tu te sens pas forcément bien dans ton corps, physiquement, je trouve que c'est compliqué en fait d'avancer, tu vois. Surtout si... tu es dans un métier où tu dois un peu te montrer, comme tu disais tout à l'heure, sur les réseaux, ou même quand tu as des clients, enfin voilà. Je pense que c'est tellement important de prendre soin de soi, et ça a un réel impact aussi sur sa gestion du temps, que d'organiser ses repas, faire sa petite liste de courses, manger des choses saines. Au final, tu dirais que ça prend plus de temps de manger bien que de s'acheter des plats préparés ou pas? Je pense qu'il faut, de toute façon, il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Amen. Et bien manger, en fait, c'est déjà une étape pour son bien-être, clairement. Carrément. Que ce soit physique ou psychologique, voilà, il faut absolument que tu manges bien. Maintenant, c'est vrai que c'est triste un peu d'avoir cette pression de se dire, en anglais, on dit c'est shallow, donc c'est un peu vite comme ça de se dire, en fait, j'ai envie d'être bien parce que je passe sur les réseaux ou parce que je suis en contact avec des gens, il faut que j'ai un certain look ou j'ai envie de ressembler à certains modèles. Et ça, c'est un peu triste de penser comme ça, mais dans le cas où, en fait, tu manges correctement et tu prends soin de toi, en fait, c'est tout simplement le vrai toi qui ressort et le bien-être se fait ressentir. Et c'est pas parce que forcément, tu as envie de ressembler à quelque chose d'autre. C'est juste que, voilà,
Voilà, Hakimka. qui elle aussi, sans mentir, a aussi fait l'alimentation cétogène pendant très longtemps. Hein. Donc voilà. Voilà. C'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, ça passe par des petites choses, hein, bien manger, Bien dormir. bien dormir. Tu vois, c'est des choses bêtes, mais là, tu vois, moi, ça fait une semaine, je veux prendre soin de ma peau. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais voilà, prendre soin de soi, tout simplement, prendre le temps de se placer un petit peu en priorité et de pas oublier qu'on est le moteur de notre entreprise. Et que bah, si ce moteur, on l'alimente pas, bah, au final, y a rien qui va aller derrière. On a l'impression que oui, mais non. Après, Donc, pour être honnête, quand on parle de sommeil, moi, je suis pas quelqu'un qui dort énormément. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur que je dois travailler, que je dois me forcer, de dans les routines, le temps de dormir. Voilà, c'est vraiment un point négatif de mon côté, parce que de un, je pense beaucoup, parce que voilà, j'ai des enfants aussi qui se réveillent encore de temps en temps, et aussi, je le sens que quand je ne dors pas assez, et ben, ça se ressent sur ma productivité, ça se ressent aussi sur bah, le moral. Voilà, je vais peut-être être plus à cran sur ma famille, les pauvres. Je vais le ressentir en tout cas. C'est quelque chose qui se ressent. Ouais, mais ça, c'est un point important, je pense, le sommeil, encore plus quand t'es maman, parce que bon, comme tu dis, des fois, suivant leurs âges, des fois, il n'y a pas le choix, tu dois te réveiller la nuit, ça, c'est difficile. Moi, j'ai eu ça pendant 4 ans, et puis, Dieu merci, à 4 ans, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est calmé, mais c'est extrêmement difficile. Et vraiment, moi, depuis cette année, je mets un point d'honneur sur le sommeil. Après, hein, on n'est pas parfaite, c'est pas tout le monde des bisounours, mais par contre, j'essaie de faire hyper attention. Moi, j'ai supprimé mon téléphone dans la chambre, clairement, parce que c'était le soir jusqu'à pas d'heure et le matin au réveil. Et je me suis rendu compte que ça me surstimulait le cerveau encore plus. Tu sais, tu disais tout à l'heure, toi, ton cerveau, il part toujours dans tous les sens. Mais le fait tu sais, d'être sur mon téléphone et puis je me dis, ah tiens, je vais regarder ça. Et puis en fait, je vais m'éloigner du truc que j'étais en train de regarder. Tu vois, je file sur ça, je file sur ça, je file sur ça, je file sur ça. Et en fait, la vérité, après, bah, t'es tellement excité nerveusement que ton sommeil derrière ça a de la merde, quoi. Limite moi je m'endormais de fatigue en fait, je m'endormais de fatigue, c'est-à-dire j'acceptais pas le blackout total, genre un moment de calme, de silence. Il fallait que je regarde ou que j'écoute un podcast par exemple jusqu'à la fin, jusqu'à m'endormir, ou regarder un truc téléphone jusqu'à dormir. Et mon mari de temps en temps je le vois, il est endormi, enfin il dort comme il est endormi et il tient son téléphone et je lui enlève son téléphone. C'est tellement triste en fait. C'est pas bien ça. Et ça m'arrive aussi, hein, ça m'arrive aussi, que parfois il est là, je suis sur mon téléphone et genre j'ai mon doigt sur une story. Et genre mon doigt sur une story et en fait il enlève mon téléphone, il me dit bon allez c'est bon, il faut lâcher le téléphone. Mais c'est très mauvais. Ouais, faut arrêter madame. Très très mauvais. Mais bon voilà, c'est des choses, rien n'est parfait, c'est des choses à travailler, voilà. Je pense que petit à petit, tu vois, c'est quand même une certaine addiction. Alors, je parle des écrans, notamment le soir. Je pense que c'est une certaine addiction, une certaine pression aussi par rapport à son travail. Si tu vas aller répondre à tes DM sur les réseaux, à tes coachés, comme tu disais, te rendre un petit peu indispensable et dès qu'il y a une question, d'être tout de suite là, tout de suite maintenant. Mais je pense que ça fait partie du cadre, en fait. Ça fait partie du cadre professionnel. Et moi, j'ai réappris la lecture, en fait. J'ai réappris à lire. Et avoir des moments où j'arrive à calmer mon cerveau le soir avant de dormir. Et franchement, ça fait du bien. Je touche du bois depuis le début de l'année. J'arrive à fonctionner comme ça. Mais j'ai eu des périodes de chute, tu vois, genre pendant mes vacances. Pendant mes vacances, je me suis dit, ah tiens, c'est les vacances. Du coup, je vais me faire plaisir. Je vais reprendre mon téléphone le soir, etc. J'ai vu la différence. Et ça a été difficile de reprendre après les bonnes routines. On ne prend pas le téléphone. Enfin bon. C'est un vaste sujet, mais il est vrai que le sommeil, c'est super important. Sommeil, nutrition, activité physique. Le sommeil, c'est recharger les batteries, en fait. C'est le seul moment où ton corps, en fait, il recharge les batteries. Le sommeil, c'est aussi le moment où on a l'hormone de croissance. Donc, il y a toute la régénération de nos muscles, de nos cellules. Et si on n'a pas, ce moment, en fait, on ne peut pas fonctionner. On peut pas fonctionner. Disons qu'après, on en arrive à des situations, des fois, des points de non-retour, quoi. Fatigue extrême, charge mentale à fond. Et puis, comme ça t'est arrivé à toi, le corps qui lâche, hein, bien souvent, c'est des signes physiques qui arrivent. Hein. Mal au dos. Tu sais, moi, j'avais très peur du mot burn-out.
Parce que déjà, c'est pas culturellement, vu que moi je suis congolaise africaine, en fait, dans la culture africaine, on parle pas de burn-out. C'est tu continues, tu continues. Et c'est vrai que, et je remarque aussi que beaucoup de personnes ont peur un peu de ce mot burn-out. Maintenant, ça commence à sortir. Mais en fait, quand j'ai eu cette surstimulation du système nerveux et tout, on m'a dit, mais en fait, il faut que tu fasses attention parce que tu vas être en burn-out. Je dis, ben non, moi je suis pas en burn-out, je suis pas déprimée. Voilà, c'était ça. C'était là, non, mais je suis pas en burn-out, je suis pas déprimée. On me dit, mais en fait, ça n'a rien à voir. La déprime et le burn-out, ça peut être deux choses, ça peut aller ensemble, mais ça peut être deux choses complètement différentes, tu vois. Donc, ça aussi, c'est des choses que j'ai appris et où je me disais, mais en fait, non, moi, je peux pas être en burn-out, c'est pas dans mes attitudes, c'est pas dans ma culture, c'est pas, voilà, culturellement, le Culturellement, burn-out, ça n'existe ouais. pas pour moi. Ah non, le burn-out, moi, voilà, j'avais un peu cet esprit de, ah non, moi, je peux continuer, moi, je suis fort, je peux continuer, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est compliqué quand même si on parle pas que culturellement, mais c'est quand même compliqué dans notre société d'incarner une femme en fait qui serait pas forte, tu vois, comme si c'était un signe de faiblesse que d'être fatiguée et donc d'aller jusqu'au bout du bout, quoi, genre limite ça serait une honte de pas aller jusqu'au bout du bout. Moi je trouve que c'est une pression incroyable quand même, tu vois, qu'on peut mettre sur les femmes. Alors qu'en soi, tu vois, un mec, tu vas jamais entendre dire, tu vois, il va jamais parler de ces sujets-là, quoi. Ouais, En c'est fait. vrai. Tellement, tu vois, tellement féminin, de limite d'avoir honte d'être crevé, de pas pouvoir aller jusqu'au bout, pas pouvoir assumer sa famille. En vrai, ça devrait être pour les deux, quoi. Il n'y a pas de sexe, finalement, pour cette histoire-là. Mais tu vois, dans Burnout, il y a quand même Se brûler, le fait de encore se une fois. brûler, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Voilà, d'aller jusqu'au bout, quoi, et de se brûler, de s'épuiser. Et voilà, quoi. Il y a tellement d'entrepreneurs, même aujourd'hui, hein, tu sais, on voit sur les réseaux des très jeunes entrepreneurs qui ont dans la vingtaine, etc., qui se sont déjà cramés total. C'est limite effrayant. C'est Ça vrai. ne devrait pas être dans la normalité. Et je pense que c'est bien, tu vois, de parler Ouais, de c'est ça, important. de parler du fait de prendre du temps pour soi, de faire attention à son alimentation, de faire attention à son sommeil, la place de la famille aussi, et puis de soi, tout simplement, au-delà des chiffres Et puis d'affaires les gens comprennent, en qu'on fait. fait par Les gens comprennent. Des clients comprennent. En fait, on a l'impression qu'en fait, le monde ne peut pas continuer sans nous. Mais en fait, si. Et ça, c'est quelque chose qui ça m'a quand même frappé, même si au final, évidemment, la Terre va continuer à tourner, que tu sois là ou que tu sois pas là. Mais en fait, de se dire que non, mais en fait, si je suis pas là, parce que quand j'ai eu ma période où je suis tombée, j'ai été écartée pendant 1 mois au boulot. Et je me disais, mais en fait, ça va pas aller, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Et j'avais besoin d'aller voir mes emails. Et en fait, ils ont arrêté carrément le système pour que j'ai pas accès, parce qu'ils ont dit, mais en fait, on peut continuer en fait sans toi. Et je me souviens parce que eux, ils pensaient que j'étais partie pendant 6 mois, parce que bon, les gens, quand en général, ils s'arrêtent ici en Angleterre, ils sont partis pendant longtemps. Et moi, 1 mois après, je débarque, on me dit, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Pourquoi tu es là? Je dis, bah, j'ai à travailler. Il dit, bah non, t'es en arrêt, tu retournes à la maison, tu vois. Et voilà. repos Je suis forcé. retournée et je me suis sentie bête, en fait. Je me suis dit, mais en fait, la vie continue, hein. La vie continue, Amanda, que tu sois là ou pas, la vie continue. Il n'y a personne qui va t'oublier, mais il faut apprendre à te reposer. Mais c'est ça, hein, bien souvent, c'est nous-mêmes Mhm. qui nous mettons les propres barrières, les propres exigences, hein. C'est ça le pire. Et moi, c'est vraiment mon combat. C'est que de base, quand on se lance comme ça à son compte et dans son activité, de base, c'est pour être libre, c'est pour Ouais. kiffer. Tu vois, et souvent, on en arrive à des situations d'angoisse totale et de charge mentale de ouf, alors que c'est nous-mêmes, en fait, qui se l'imposons. Et je trouve ça dingue. Mais à la fois, je trouve ça fascinant parce que je sais qu'on a la possibilité de revenir en arrière et de se dire, bah, j'ai le pouvoir de mon temps, j'ai le pouvoir de mes projets, j'ai le pouvoir de mes choix et de mes décisions. Et ça, je trouve ça quand même cool. C'est Tu vois. vrai, c'est vrai. Bon, j'aimerais maintenant, s'il te plaît, que tu nous parles de ton livre. À quel moment on écrit des livres comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Je sais que c'était un grand rêve pour toi que de mettre en lumière finalement ta créativité, ta passion. Et enfin aujourd'hui, voilà, tu as un livre qui sort. Comment ça s'est passé? Ah ouais, c'est vrai que c'était un rêve et que je pensais inaccessible, pour être honnête avec vous, hein. Ouais. C'est vrai? Tu pensais que jamais de la vie Je tu pourrais pensais, faire en ça? fait, il y avait vraiment ce syndrome de l'imposteur où je me disais, moi, pourquoi moi? Pourquoi moi je vais faire un livre? J'adore ce que je fais, il y a plein de gens qui cuisinent, mais pourquoi moi en fait? Donc je faisais, voilà, je faisais mes recettes et tout, je partageais
Ah, et plusieurs fois, en fait, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais pas un livre? Pourquoi tu fais pas un livre? Et l'idée m'est restée quand même pendant assez longtemps. Je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, je serais tout à fait légitime de faire un livre, surtout que j'ai quand même une niche qui est l'alimentation faible en glucides, en sucre. Donc, pourquoi pas? Voilà. Et aussi, bah voilà, tout ce bagage culturel. Je suis belgo-congolaise, je vis en Angleterre, je voyageais un peu partout. J'ai vécu aux États-Unis, donc tout ce background, voilà, toute cette expérience, pourquoi pas la partager encore plus en dehors des réseaux sociaux, en fait, et d'en faire un livre, quoi. Et donc, j'ai présenté mon projet à une maison d'édition qui a adoré, en fait, directement, qui se sont dit, bah voilà, ça n'existe pas vraiment, en fait, donc pourquoi pas. Et en fait, ça toucherait beaucoup de gens, parce qu'en général, quand on dit, moi, je peux pas arrêter, consommer du sucre, je peux pas arrêter mon riz, je peux pas arrêter ceci, parce que voilà, la nourriture, elle est attachée à nos émotions, à des souvenirs d'enfance. La nourriture, c'est pas juste ce qu'on met Des met dans la bouche, habitudes. c'est aussi notre situation économique. Donc voilà, pour moi, c'était assez important de partager le message qu'en fait, on peut consommer, on peut kiffer, on peut manger bien en diminuant sa consommation des sucres. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment un message que j'avais envie de faire passer. J'avais envie que ça soit beau, j'avais envie que ça soit coloré, et c'est vraiment c'est vraiment beau, c'est coloré, c'est chouette. C'était beaucoup d'émotions, c'était des mois, des mois de travail, des moments. T'as mis combien de temps à travailler sur Ça a ce pris projet? un an, avec 15 mois, je dirais quand même, voilà, 15 mois. En fait, il y avait des Waouh. moments où c'était vraiment un peu plat, où tu te dis, bon voilà, c'est la première fois que j'écris un livre, j'attends des nouvelles de la maison d'édition et tout. Et puis après, les 6 derniers mois, c'était le rush, quoi. C'était, il faut ci, il faut ça, À ton il faut... taquet. En plus, j'ai des interviews de docteurs, de scientifiques. Il fallait que je travaille mes recettes, il fallait que je cuisine. Enfin, voilà, c'était extrêmement, c'était intense, c'était intense. En fait, je l'ai vécu un peu comme si j'étais enceinte. C'est bizarre ce que je vais y raconter, mais je l'ai vraiment vécu comme si j'étais enceinte. En fait, donc, on est enceinte, on attend en fait les premiers mois là, on se dit, bah, en fait, j'ai pas de ventre, qu'est-ce qui se passe? Mon ventre, il est où? Et puis d'un coup, ben, le ventre grossit, grandit. Tu dis, ah ouais, quand même, là, je suis enceinte. Ah ouais, là, je suis quand même occupée à faire un livre. Et puis après, on arrive à la fin et où on a tous les rendez-vous médicaux jusqu'à la fin. Voilà, voilà. Et Là, là, c'est c'est pour de fini. vrai, là. Ah non, non. Et puis ça va sortir. Et puis ça sort. Et puis, on est hyper excité. Et puis quoi? Baby blues. Et ça, je savais pas que ça Ah existait. ouais? Le postpartum project. Alors là, Alors, ouais, je je me suis souviens que tu en tombée des parles. nues parce que j'étais, je suis encore en fait dedans, où j'étais hyper heureuse de faire un livre, hyper triste parce que voilà, mon frère n'est pas là, parce que est-ce que les gens vont aimer, est-ce que syndrome de l'imposteur, me poser mes 10 000 questions à en pleurer. Donc 2 heures avant l'annonce de mon livre, j'étais en larmes, je ne comprenais pas mon corps. Comme quand on a un baby blues. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Puis 2 minutes plus tard, j'étais heureuse et je pleurais. Et ça a duré comme ça pendant une semaine. Et puis, vu que je suis quelqu'un qui a besoin de savoir en fait ce qui m'arrivait, j'ai fait des recherches et j'ai parlé avec une psychologue ici au boulot qui m'a dit, mais en fait, tu vis tout simplement un postpartum projet. Donc, ça arrive à des étudiants qui sont en examen, qui sont à fond dans un examen. Et puis d'un coup, en fait, ça s'arrête et que tu es là et que tu te dis, bon voilà, tu vois, ça te faisait vibrer pendant tout ce temps. Et puis tu te dis, bon, en fait, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, qu'est-ce qui va se passer après? C'est incroyable. Et je suis en plein dedans là. Je trouve ça dingue. Et tu vois, justement, quand tu parles de projet, moi, je suis toujours dans la partie planification de projet, que ce soit pour moi ou pour mes clientes. Je pense que... Est-ce que tu as eu une certaine difficulté à organiser ça? Parce que comme tu dis, en soi, tu as eu des mois où tu conscientisais pas trop ce qu'il y avait à faire, peut-être la charge de travail à faire. Comment tu as imbriqué ça dans tes semaines finalement? Est-ce que tu avais une idée du nombre d'heures peut-être que tu allais passer, des tâches que tu allais avoir à faire, ou c'était vraiment l'inconnu? Et comme tu dis, c'est les 6 derniers mois où là, on a commencé un peu à te bousculer. Comment C'était t'as fait? vraiment complètement l'inconnu. Vraiment, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Oh là là. Après, j'ai même demandé en fait à ma maison d'édition, j'ai dit en fait, il faut que vous me mettiez des deadlines.
Voilà. Il y a un plan? Voilà. Est-ce qu'il y a un Donc plan? après, c'est comme ça que Bah ça a oui. fonctionné parce que moi, je n'avais pas de plan. Donc, c'est pour ça que je te contacte aussi. En fait, j'ai trop besoin de toi. Entre gérer ma vie de famille, mes coachings, mon travail, la création, Ouais. l'écriture et tout ça, c'était hyper difficile en fait. C'était hyper difficile. Et puis quand on a commencé à mettre des deadlines, ça a été, mais après, il fallait que je bosse en fait. Il fallait que je les Tu les respecte et respectes. parfois je les Ouais. respectais pas. Et alors j'étais dans la culpabilité totale, je me sentais inutile, je me disais qu'en fait ça va jamais arriver. Voilà quoi. C'était intense. Et tu penses que tu aurais pu avoir ces deadlines, tu sais, les premiers mois là où tu dis, comme quand tu es enceinte, tu savais que c'était là. Est-ce que ton plan, tu aurais pu l'avoir peut-être avant et étaler un peu plus ta charge de travail sur ces mois-là Peut-être. ou c'est que tu n'avais pas osé demander, peut-être tout simplement, ou tu attendais qu'on te le donne? En fait, j'attendais fameux qu'on me plan. le donne. J'en avais discuté, mais Ah oui, de eux-mêmes ouf. aussi, en fait, ont des projets. Les maisons d'édition, il n'y avait pas que mon livre, évidemment. Voilà, il y avait d'autres projets, mais après, eux, ils font que ça. Eux, ils font que ça. Eux, c'est Oui, leur, c'est c'est ça. leur job de faire des livres. Voilà. Et moi, Vous n'avez pas un process, les amis, enfin, transmettez-le dès le départ. bah oui. Et d'ailleurs, je me souviens, bon, Dieu merci, il y avait Geoffrey, Monsieur Keto, qui est aussi un ami à moi, où j'avais l'occasion de lui poser des questions parce qu'il était passé par ce processus-là. Donc, en fait, il me disait, ah bah non, mais en fait, c'est normal et tout. Et même l'après, où j'étais là, où je pleurais, j'étais à fleur de peau et tout, après la sortie du livre, il me dit, non, mais c'est tout à fait normal, en fait, ça existe, tu es occupé à traverser genre une période un peu down, mais ça va aller. Je dis, mais pourquoi c'est écrit nulle part, en fait, que ça existe? Voilà. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi il n'y a personne qui m'a prévenu? Un peu Bah, comme le baby blues, où on se dit, ah, tu sais quoi? Aujourd'hui, on aura une trace de ça. Là, j'ai noté du postpartum project. On aura une trace de ça si jamais il y a quelqu'un qui se retrouve dans cette ouais, situation-là. Et tu vois, moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais ouais. imaginé, je pense. Tu vois, d'avoir ce blues après projet, genre maintenant, Mhm. what's next? Parce que après, je pense que un livre, après, il faut le faire vivre, tu vois, peut-être commercialiser aussi. Je pense que ça se vend pas tout seul, donc en Ouais. parler, le faire vivre à travers tes recettes. Donc, je pense que c'est une manière aussi peut-être de faire perdurer. Ah bah oui, évidemment. Tu vois, Oui, évidemment. Là, il y a toute la promo qui est en cours. Et puis, bon, voilà. En fait, là, c'est la période précommande. Donc, c'est un peu long. Voilà. Et puis après, il y aura les commandes. Et puis, tout le monde va recevoir le livre. Donc, il y aura de nouveau un engouement. En fait, c'est des vagues. C'est des vagues. ça. C'est être numéro 1 sur Amazon pendant 24 heures. Donc, j'étais trop heureuse. Puis, on peut redescendre et puis se dire, et se remettre en question parce qu'on est redescendu. Mais meuf, t'es encore sur Amazon, t'es encore dans le top 5, t'es encore dans le top 10, t'es encore dans le top 20. Calme-toi, quoi, tu vois. Voilà, C'est déjà incroyable. C'est C'est déjà incroyable. effectivement. Quelle aventure. Bah, franchement, tu peux être super fière de toi pour ça parce que c'est déjà émotionnellement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez waouh. Et j'imagine pas le nombre d'heures que tu as dû passer dans tes semaines à bosser sur sur ton livre. Exactement. Et puis en fait, ce qui me faisait, parce qu'on a toujours cette peur, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les gens vont aimer? Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais en fait, je laisse une trace sur cette terre pour mes filles. Je veux que mes filles, elles se disent, waouh, maman, elle a fait un livre. Elle a Ma écrit mère a un écrit un livre. livre. Et ça, je Ouais. pense que ça va au-dessus de toute chose, quoi. Ça va au-dessus de tout. Je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quand je disais que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Je pense que c'est pas la même chose de se dire je fais un bouquin parce que je veux être connue et que les gens m'aiment et voilà. Et je fais un bouquin parce que je vais laisser une trace à mes enfants. Et puis le reste, ça Voilà. c'est du bonus, quoi, tu vois. C'est pas du tout le même impact, je pense, quand tu le fais. C'est un autre mindset, de penser comme ça. Évidemment, on a envie que ça soit successful, qu'on vend à des milliers, des milliards. Évidemment, on a envie de ça. Mais il y a aussi le côté, en fait, qui est plus fort, plus vrai, c'est tu laisses la trace, en fait. Ton livre, il est là et il est là pour toujours. Ouais, c'est trop bien. Franchement, top. Et du coup, what's next alors? C'est quoi tes projets? T'as envie de quoi pour la suite? C'est quoi ton avenir de Justement, rêve? dans le processus de postpartum project, je t'enverrai justement un petit article sur le sujet. On disait justement qu'il ne faut pas répondre à cette question parce que c'est une question après qui va te mettre la pression. Donc, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais juste dire qu'on verra comment je veux que ce troisième bébé, ce projet puisse vivre. Voilà, parce que c'est un peu comme si on te dit, t'as eu un bébé, tu dis, alors le prochain. Voilà. Ah, quand le suivant. Ah non, mais vu comme ça, voilà. tu m'étonnes. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc là, je veux vraiment kiffer le chemin. faire vivre ce beau livre
qui est extrêmement beau. Et après, on verra. On verra what next. J'ai des idées, évidemment. Je sais plus ou moins dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et j'ai aussi envie que la vie me surprenne. Voilà, j'ai envie d'avoir des surprises et de me dire, ah ouais, en fait, j'imaginais pas ça du tout comme ça. Et en fait, c'est parti comme ça et c'est génial. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre à aimer le chemin. Parce que quand t'aimes le chemin et que justement, t'es pas toujours dans la projection de ce qui va se passer après, bah, c'est là où ces moments-là dont tu parles, ils arrivent. Tu sais, des trucs imprévus parce que t'as laissé la place à l'imprévu. Tu vois, t'es pas toujours en train de planifier, d'anticiper. Donc, il y a des trucs qui arrivent à toi et je pense que c'est là aussi où il y a les belles occasions et des chances de se développer et puis de faire des belles rencontres ou des partenariats ou de partir sur quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé parce qu'on s'est laissé le temps, quoi, tout simplement. Ça, c'est beau. C'est une belle leçon. Je pense qu'on peut terminer sur ça, non? De kiffer le chemin. On va kiffer le chemin, on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve, voilà. Bon, moi, je note 2 trucs pour toi. Il faut que tu kiffes le chemin et dans pas longtemps, tu vas prendre du temps toi, avec toi. Et donc, j'ai hâte de savoir ce qui en ressortira. Oui. Je vais prendre ce temps-là et je ferai en sorte de pouvoir le repartager ici avec toi et communiquer pour ta communauté aussi de comment s'est passé ce moment. Est-ce que j'ai sombré dans le noir ou je suis née de nouveau, plus créative, voilà, de mes cendres. Excellent. Bah écoute, j'ai une petite question signature, je te prends à chaud. Si tu avais 3 conseils, mais vraiment propres à ton expertise, donc dans l'alimentation, le bien-être, l'activité physique, si tu avais vraiment 3 conseils pour les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Faites ce que vous aimez. C'est bateau, mais faites ce que vous aimez vraiment, en fait. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez parce qu'il y a rien d'autre qui va vous animer que ce que vous aimez. Parce que ce que vous aimez, vous le faites avec le cœur. Donc, faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Il n'y a personne, en fait, qui peut vous donner. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous donner, en fait, ou mettre en vous. C'est une confiance. Se faire confiance pour pouvoir oser, en fait. Et puis, voilà, oser. Oser. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Vous avez tout à y gagner. Et même dans l'échec, en fait, on apprend des leçons. Donc, oser. Vraiment oser. Donc, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et osez. On y va. Action, réaction, c'est parti. On le jette dans l'eau et puis on verra. On verra ce qui se passe. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Amanda. Franchement, j'ai passé un super chouette moment en ta compagnie. Moi aussi. Je mettrai dans les notes de l'épisode ton compte Insta pour pouvoir découvrir ton univers. On pourra mettre aussi le lien vers ton livre et tout son univers coloré pour pouvoir manger plein de bonnes choses et puis se régaler des yeux aussi parce que je suis sûre qu'il va être très très beau. C'est magnifique. Je n'en doute pas. Après 15 mois de gestation. C'est un peu comme un bébé, tu vois. Tu vas toujours dire que ton bébé est magnifique. On n'en doute pas. En tout cas, un grand merci. Merci à toi d'avoir été ici dans le podcast. Et puis, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, de kiffer le chemin. Et puis, on se dit à très vite. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution. C'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.